Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Émission spéciale ce soir sur la crise du coronavirus à 20h. Vous allez pouvoir suivre en direct l'allocution du président de la République depuis l'Élysée. D'ici là, on va revenir sur les principales informations de la journée. Le chef de l'État qui a envisagé le report des élections municipales. Il a consulté les présidents des deux chambres. Aujourd'hui, on verra ce qu'il en est de sa décision dans son discours. En attendant, l'union sacrée entre les principaux chefs de partis politiques a volé en éclats. Toutes les oppositions réclament des mesures économiques et sociales à la hauteur. Certains veulent même une pause dans les réformes. On en parlera. On évoquera aussi la décision choc de Donald Trump. Le président américain suspend l'ensemble des vols en provenance de l'Union européenne. Bruxelles condamne. Cette mesure fait s'écrouler les marchés financiers. Est-elle efficace ? On en parlera. Et puis, on s'interrogera sur la manière dont les chefs d'État s'expriment sur cette crise. Le discours d'Angela Merkel a suscité beaucoup de réactions. La chancelière assume de dire aux Allemands que 2/3 de son peuple sera infecté. Voilà donc pour le programme de ce Ça vous regarde spécial. C'est parti, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Dans une demi-heure exactement, on suivra ensemble le discours d'Emmanuel Macron. C'est sa première adresse aux Français depuis le début de la crise. Bonsoir Bruno Kettel. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct. Vous êtes député La République En Marche de l'Eure. Carole Barjon, bienvenue. Vous êtes journaliste, éditorialiste politique à l'Obs. Et Jackie Isabello, bienvenue à vous. Vous êtes communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Je vous donne la parole dans un instant, mais d'abord, si j'ai bien compris, l'union sacrée, c'est terminé. Stéphane Blakowski, tout de suite. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Stéphane, si j'ai bien compris ce soir. Eh bien, si j'ai bien compris, Myriam, alors certes, l'épidémie de coronavirus est loin d'être terminée, mais on sent qu'il y a quand même un début de retour à la normale. Alors, pas sur le plan économique, évidemment, puisque là... on sent que les entreprises ont de plus en plus recours au chômage technique, pas non plus sur le plan sanitaire, puisqu'on s'attend à passer au stade 3 de l'épidémie, Mais quoi alors, si c'est ni sanitaire ni économique, il y a quand même un domaine retour à où il y a du la retour à la normale, c'est dans le domaine politique. Oui, alors là, oui, j'ai l'impression que oui, on est revenu à la normale parce que le virus va peut-être plomber l'économie. Je ne souhaite pas. Il va peut-être saturer notre système de santé, mais il n'aura pas la peau de notre vie politique. Il y a eu une trêve, c'était il y a 15 jours. À l'époque, tout le monde, sauf Marine Le Pen, avait mis de côté les divergences avec le gouvernement et on disait en avant l'unité nationale. On écoute un exemple, Bruno Retailleau. Il n'est pas question d'utiliser ce risque-là pour faire de la politique politicienne. Je pense qu'il y a un besoin d'unité nationale. Et alors, où en est-on 15 jours plus tard ? Alors Myriam, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer. Vous savez à quel point c'est difficile. Oui, j'ai déjà essayé. Quand on est dans l'opposition, arrêter de critiquer le gouvernement, c'est encore plus compliqué que d'arrêter de fumer. D'ailleurs, il y en a qui n'y arrivent pas. Alors, Marine Le Pen, par exemple, passer une journée sans critiquer le gouvernement, c'est carrément au-dessus de ses forces. Donc, elle avait déjà pris ses distances il y a 15 jours. Évidemment, elle en remet une couche ce matin. Ce soir, le président va, j'imagine, tenter de nous rassurer par rapport à l'épidémie. Elle dit exactement le contraire. Il n'y a pas de quoi être rassuré. On l'écoute. On ne peut pas demander aux Français, encore une fois, d'adopter un certain nombre de comportements si par ailleurs on leur explique que c'est rien du tout, que c'est comme la grippe. Voilà. Ça n'est pas comme la grippe. C'est clair maintenant, je crois. En tout cas, c'est ce qui est dit. Et ceux qui ont cherché à minimiser la situation depuis le début commencent à rétro-pédaler. Donc si on veut que les Français adoptent effectivement des mesures, encore faut-il qu'ils comprennent que ça n'est pas anodin. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'est plus la seule, Marine Le Pen, à critiquer le gouvernement. Alors, il y a quand même une nuance. Elle critique la gestion sanitaire de la crise. Elle est la seule jusqu'à présent. L'opposition, le reste, qui s'inquiète plutôt pour le thème de l'économie ou le thème social. Par exemple, ce matin, Damien Abad, qui est le président du groupe LR à l'Assemblée, était sur RFI. Lui, il s'inquiétait à l'idée que le gouvernement n'en fasse pas assez pour les entreprises. On l'écoute. Il nous faut créer un régime d'indemnisation d'État qui permette tout simplement, par le budget de l'État, de financer toutes les entreprises qui vont perdre parce qu'il y a eu des annulations d'événements, parce qu'il y a des défauts de livraison, parce qu'il y a des ruptures de charges. Là, il y a un rôle de l'État. Alors ça, c'est le retour à la normale. Donc l'opposition s'oppose. Le gouvernement, de son côté, dit « Mais pourquoi vous opposez-vous puisqu'on a tout prévu ?» Réponse de Bruno Le Maire aux Républicains. Nous allons étudier la mise en place d'un fonds de solidarité pour les entreprises qui seraient les plus impactées
par le choc économique. Je souhaite simplement que ce fonds de solidarité soit vraiment réservé aux entreprises qui sont les plus petites, les plus modestes, qui sont à court de trésorerie, qui n'ont pas d'autres moyens que de faire appel à ce fonds de solidarité. Ça, c'est pour les entreprises. Cette crise sanitaire, elle a aussi des conséquences sociales. Et voilà, et donc là, évidemment, c'est plutôt la gauche qui est sensible à cet aspect, donc qui monte au créneau, notamment avec les syndicats. Les syndicats disent, il y a une réforme, on va mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage, ça va peser sur les plus précaires, il faut reporter ça parce que justement, c'est ceux qui sont plus exposés aux conséquences économiques et donc sociales de la crise. Et Olivier Faure, qui est du PS, il a repris le mot d'ordre des syndicats ce matin. Quand on voit la crise pétrolière qui s'annonce, quand on voit la crise financière, eh bien, moi je souhaite que celles et ceux qui vont tomber au chômage, eh bien, n'aient pas à subir les conséquences de restrictions qui étaient déjà folles il y a quelques mois et qui deviennent inconséquentes aujourd'hui. Évidemment, Muriel Pénicaud, elle aime bien sa réforme de l'assurance chômage. Donc, avant de la changer, elle aimerait bien savoir s'il n'y a pas d'autres options. C'est ce qu'elle dit ce matin. On va faire quelque chose, on va voir. On est en train de regarder comment faire. On n'a pas attendu les organisations syndicales pour y travailler. Ça fait plusieurs jours qu'on travaille. Il y a plusieurs options. Donc, on va faire quelque chose. C'est trop tôt ce matin pour le dire. Donc, vous voyez, on a fait le tour de tout le monde a pu parler, le gouvernement, l'opposition. On sent bien que cette idée d'unité nationale il y a 15 jours se fendit. Là où elle pourrait carrément exploser, c'est si toutefois il y avait un report des municipales. Donc pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on en parle beaucoup. On en parle tellement qu'on se demande si le président ne va pas l'annoncer tout à l'heure. Et là, évidemment, plus d'unité nationale, puisque les Républicains, on entendait déjà parler de ça, sont en remontée. Tout ce que c'est un casus belli pour eux. Merci Stéphane. C'est une information du JDD qui révélait que le président envisageait, et chaque mot compte, ce report des élections municipales. C'est une information que LCP a pu se faire confirmer. A envisagé. Bruno Questel, déjà sur les municipales, on va parler du reste bien sûr, mais est-il raisonnable franchement de maintenir ces élections? Il y a un premier tour dimanche, mais il y a aussi un second tour, c'est dans 10 jours. Non, c'est dans une semaine. C'est le 23 15, 22 mars. Le 22. Donc, est-ce que c'est raisonnable, franchement, dans cette période, alors qu'une partie du monde se barricade? Écoutez, je ne sais pas si la raison doit être le maître mot de notre réflexion collective. Je veux dire par là que les élections, elles sont effectivement inscrites les 15 et 22 mars. J'ai pas le sentiment. Vous pensez que dans 10 jours, on peut à nouveau prendre le risque, au fond, de faire venir les Français dans les bureaux de vote? Vous savez que dans les bureaux de vote, il y a rarement plus de 50 ou 75 personnes qui sont les unes derrière les autres à 1 mètre d'intervalle. Donc, je veux dire, il faut aussi desserrer un peu l'étau sur cette forme de psychose collective qui est un peu entretenue, enfin mise en place et entretenue. Le président de la République va s'exprimer à 20h. Vous trouvez qu'on en fait trop? Il y a une tribune des journalistes qui sont correspondants en Italie, journalistes français, et qui disent « Réveillez-vous ». Regardez la situation italienne, c'est ce qui vous attend dans quelques semaines. Matteo Renzi, Premier ministre italien, ancien Premier ministre à la radio ce matin, sauf à ce que disait un peu la même chose. L'Italie et la France ne sont pas tout à fait, je dirais, sur un même plan, soit à la fois d'organisation politique, administrative et sociale et de santé. Ça, c'est un premier point. Enfin, le président de la République va s'exprimer tout à l'heure. Ça a été rappelé à 20h. Donc moi, je ne vais pas vous dire il faut ou il ne faut pas. Je suis un député de la majorité. Je vais écouter le président de la République au même titre que chacune et chacun. Et je me plierai aux décisions, le cas échéant, qu'il prendra. Mais je crains que nous soyons... Mais vous ne le souhaitez pas. Vous ne souhaitez pas ce report. Je ne souhaite rien, moi. Et ce report, vous-même, vous êtes député, vous êtes élu... vous l'attendez, vous n'en voulez pas? Je n'attends rien. Je vais voir ce que le président de la République va faire. Je suis député de la majorité et je vais me conformer aux orientations, le cas échéant, qu'il déclinera. Mais je crains pour la presse et cette forme de microcosme qui ne se dissimule pas, surtout en période de tension comme celle-là, vous soyez déçus. Bon, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je vous donne la parole dans un instant. Elsa nous a rejoint, Elsa Mondingava de la rédaction d'LCP. Qu'est-ce qui se passe en coulisses, là? Alors en coulisses, pour l'instant, on va mettre beaucoup de conditionnels sur ce qu'on dit, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, rien n'est tranché. Il y a un homme qui sait ce qui va se passer, c'est Emmanuel Macron. Il va parler à 20h. Il est le seul à savoir exactement ce qu'il va dire. Ce qu'on peut dire, effectivement, ce qu'on est en mesure de confirmer, c'est qu'après avoir répété pendant plusieurs jours qu'il fallait que la démocratie continue, que les élections se tiennent, il y a eu le scénario du report qui a été envisagé par l'Élysée. On a essayé de voir comment on pouvait faire. Il faut un décret, mais après, il faut une loi, ce qui nécessite donc un consensus des différents partis de gouvernement. Et on sait que la droite, elle est montée au créneau
François Barouin, le directeur de l'Association des maires de France, Oui. Gérard Larcher, président du Sénat, Christian Jacob, président des Républicains. Pour eux, le report des municipales, c'est un casus belli, ils n'en veulent absolument pas. On sait donc que cette scénario est évoqué. Pourquoi il y a eu ce scénario ? Ça ne veut pas dire, et je vous vois lever les yeux, qu'il va l'annoncer ce soir. On est en train de dire, s'il ne fait pas, c'est parce que les Républicains ont dit qu'il ne fallait pas faire. Pas du tout. On a confirmé cette information qu'un report envisagé, c'est une information. Voilà, on explique pourquoi, alors que c'était absolument pas à l'ordre du jour. Alors, qu'est-ce qui a accéléré la décision ? La situation en Italie, évidemment. Angela Merkel en Allemagne qui prend la situation très au sérieux. Les bourses qui dévissent. Des spécialistes, Eric Combe, par exemple, le chef du service des maladies infectieuses de la Salpêtrière, qui est très pessimiste hier sur LCI, par exemple. Donc, effectivement, on s'est posé la question de savoir s'il fallait ou non déplacer ces élections. Carole Barjon, qu'est-ce que ça dit, même si le président de la République n'annonce pas ce report tout à l'heure, qu'est-ce que ça dit du climat, là, au sommet de l'État ? Déjà, qu'est-ce que ça dit qu'il l'ait éventuellement envisagé ? Absolument. Bon, c'est très étrange, parce que ça fait quand même maintenant plusieurs semaines que le gouvernement se montre assez rassurant, malgré des alertes et même des cris d'alarme de gens comme le professeur Combe, qui s'est fait quand même renvoyer dans les cordes, assez méchamment d'ailleurs, d'après ce que je sais, en coulisses, par le gouvernement, par le ministre de la Santé, par Macron lui-même, puisqu'il y avait eu une réunion jeudi dernier. De douter fortement de la gestion et des décisions prises par le gouvernement. Oui, et il voulait plus de mesures fortes, notamment de confinement. Il était accusé d'être alarmiste, de vouloir affoler les populations. Bon, donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, Emmanuel Macron aurait aujourd'hui décidé d'écouter ces gens-là? C'est ça qu'on a du mal à comprendre si jamais il prenait la décision de reporter les municipales. Parce que ça voudrait dire que du coup, il écoute ceux qu'on qualifiait d'alarmistes il y a encore la semaine dernière, si vous voulez. Donc ça, c'est bizarre. Par ailleurs, si jamais il annonçait le report des municipales, il faut qu'il y ait d'autres mesures en cohérence avec cette décision. C'est-à-dire, on la fermeture des écoles. On ferme les écoles, parce qu'il n'y a pas, sinon il n'y a pas de raison. L'opposition n'a pas tort de souligner, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'après tout, une file d'attente dans un bureau de vote, c'est pas pire qu'une file d'attente dans un supermarché. Donc il faudra au moins que les mesures soient en cohérence. Oui. Jackie Isabello, vous êtes communicant. Chaque mot va compter ce soir. Il s'agit de rassurer et il s'agit aussi, au fond, on le sent bien, alors qu'on voit que l'Italie est vraiment dans une forme de cauchemar, là, dans les hôpitaux notamment. Et on a exactement la même courbe. Elle peut se superposer en termes de rapidité de propagation. Il s'agit de faire quoi ? De rassurer et en même temps de donner aux Français des mesures fortes qu'ils attendent ? Il ne peut pas se contenter simplement de pédagogie ? Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent qu'on est dans l'avant-match, mais que votre métier à vous, c'est pas de dire tout et n'importe quoi. Le JDD est un grand journal, David Revaud-Dallon est un journaliste extrêmement bien informé. Quand il a cette information et qu'il la confirme, il faut le dire aux gens, il a eu quelqu'un de l'Élysée. Donc cet avant-match, il est important. Donc si quelqu'un de l'Élysée décide de lui donner cette information et que vous la faites confirmer, politiquement, c'est important, puisqu'on le met dans l'espace public. On ne fait pas comme ça en disant « Tiens, Rocheteau va revenir, il va remettre les crampons ». Donc, il faut expliquer aux gens que ça fait partie de la communication du gouvernement. Ah oui, un ballon d'essai ? Évidemment, vous êtes diplômé de journalisme, c'est pas parce que je vous dis un truc sur la manière dont on a propulsé une fusée dans la Lune que vous allez m'accorder de la crédibilité. Donc ça, c'est quand même important. Ce temps de communication, il est essentiel dans cette crise. Et pourquoi il est essentiel dans cette crise ? Parce que ce qui est insupportable dans ces situations, et l'OMS l'explique extrêmement bien dans ses documents, c'est que nous vivons quelque chose dans ces sociétés organisées que nous ne sommes pas prêts à faire, c'est-à-dire de gérer l'incertitude. L'OMS dit, première étape, confiance. On a confiance dans les parlementaires, les journalistes, dans l'ensemble, même si les études du Cevipof disent tout un tas de choses. Deuxième chose, ils disent reposez-vous sur les communautés de professionnels. Les médecins, même s'ils ne disent pas tous la même chose, on a quand même confiance. La troisième chose, ils nous disent dans vos sociétés modernes de la mondialisation, vous ne savez pas gérer l'incertitude. Quand Jérôme Salomon, alors qu'on lui accorde notre confiance, dit là-dessus, je ne sais pas. Le directeur de la santé. Voilà. Donc cet aspect d'incertitude, eh bien lui, il doit être contrebalancé par une figure du chef qui a une posture militaire, qui adopte
comme disait Chirac, l'attitude de celui qui va cheffer. Donc il faut qu'il parle de méthode, il faut qu'il soit extrêmement présent et il faut qu'il embarque l'ensemble du pays et qu'il ait des temps de communication qui permettent à tout le monde de se coordonner. Et ce temps de communication, ce soir, il est fait pour ça. Si jamais le président de la République prend la parole pour ne rien dire, qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous dites ne rien dire, ça veut dire quoi? Il faut des mesures ou il faut de la méthode pour rassurer? C'est pas la même chose. Mon analyse, c'est que si vous avez appelé l'Élysée, si le JDD s'est fait confirmer cette information, c'est que ce soir, il va y avoir des annonces importantes, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient par rapport à tout un tas d'autres engagements, mais on doit satisfaire l'opinion publique, c'est essentiel. Sinon, on permet au président de la République de créer de la distorsion, de la dissonance cognitive. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que sans doute ce soir, si le principal chef de l'État qui va se substituer à l'ensemble des corps constitués prend la parole, c'est pour quelque chose. Deuxième information que je me permettrai d'évoquer, le JDD parle de l'utilisation de l'article 16 dans son papier. Alors on n'y est pas l'article 16, c'est la bombe nucléaire. Les pleins si pouvoirs. Jamais le président de la République décidait que pour aller extrêmement vite, il a besoin de coordonner faute de pouvoir faire adopter une loi au Parlement parce que justement difficulté à sous le contrôle du Conseil constitutionnel, parce que depuis 2008, le Conseil constitutionnel quand même regarde tout ce qui se passe. Alors, excusez-moi. Moi, je ne fais que répéter ce que dit votre confrère. Non, mais ce que je veux dire, rapidement, Carole, parce que je voudrais absolument je ne mets pas du tout en doute avant de mesurer ce que peuvent dire les journalistes, je sais très bien. Aussi méritant soit-il, il y a la parole du président de la République à attendre. On va l'écouter. Il nous reste, allez, un peu plus de 10 minutes. Juste dire, il faut juste rapidement, rapidement, d'un mot, parce que je voudrais qu'on puisse parler de Donald Trump, s'il vous plaît. Est-ce que Carole Bargeon. Juste de dire quelque chose qui n'a rien à voir avec la qualité des journalistes dont vous parlez. C'est simplement que le président ce soir, quoi qu'il annonce, il faut, puisqu'il s'agit quand même d'inspirer confiance au pays. Évidemment. Eh bien, dans ce cas-là, il faut que ce qu'il dit ce soir soit en cohérence avec ce qui a été dit et fait auparavant. Parce que sinon, ou bien on parlera de retard à l'allumage et de panique soudaine. Il faut de la continuité pour avoir de la cohérence. Allez, on parle de Donald Trump en attendant l'allocution depuis l'Élysée d'Emmanuel Macron. C'est donc une mesure choc qu'a prise le président américain. Il a suspendu tous les vols en provenance de l'Union européenne. Explication, réaction, Ahmed Tazir. Il l'avait longtemps relativisé. Désormais, Donald Trump prend la mesure de la menace coronavirus. Depuis son bureau de la Maison-Blanche, le président américain met l'Europe en quarantaine. Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, nous allons suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. Les nouvelles réglementations prendront effet vendredi à minuit. Le président américain ferme son pays aux ressortissants de l'espace Schengen, mais épargne les Britanniques. Aussitôt, plongeons de 10% la bourse de Londres, moins 12% pour la bourse de Paris, la plus forte chute de son histoire. Prise de court, l'Union européenne désapprouve la décision unilatérale du président américain. Avons-nous reçu des informations des États-Unis avant l'annonce? Certainement pas, puisque c'est pour ça que nous regrettons et nous marquons notre désaccord avec la manière dont cette décision a été prise. En France, le secrétaire d'État au transport appelle à une coordination européenne pour évaluer la décision de Donald Trump. Je connais le tempérament de Donald Trump qui a réagi d'ailleurs peut-être un peu plus tard que certains autres pays, notamment les pays européens, sur le sujet. Il prend aujourd'hui des mesures assez drastiques sur l'espace Schengen que nous aurons évidemment à évaluer. Et je le redis, ça nécessite d'autant plus la coordination européenne autour du président de la République qui, comme vous le savez, a pris le leadership européen en termes à la fois des mesures de soutien et des mesures de coordination de manière à trouver les bons équilibres, à passer ces 2-3 semaines qui sont devant nous, qui correspondront possiblement au pic épidémique, et puis surtout à se repositionner dans l'après-coronavirus. L'Italie a dépassé le cap des 1000 morts. Le pays durcit sa politique de confinement en fermant la plupart des commerces non alimentaires. Nous fermons les magasins, les bars, les pubs et les restaurants. Et nous laissons la possibilité de faire des livraisons à domicile. La chancelière allemande n'y est pas allée par 4 chemins. Épaulée de son ministre de la Santé, Angela Merkel a prévenu que près de 58 millions de ses compatriotes peuvent être touchés par la maladie s'il n'y a pas de vaccin.
Il faut comprendre que si le virus est présent et que la population n'est pas encore immunisée contre lui et qu'il n'existe pas de possibilité de vaccination ni de traitement, alors un pourcentage élevé de la population, les experts disent 60 à 70%, sera infecté tant que cette situation persiste. Un monde qui s'enferme face à la pandémie et une note positive qui nous vient de Chine. Là-bas, le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 continue de chuter. Aujourd'hui, seulement 15 cas ont été recensés. Et j'accueille avec plaisir François Durper. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre spécialiste des États-Unis, historien. Qu'est-ce qui a poussé Donald Trump à une telle décision ? C'est en ce moment un petit peu dans 33 semaines, ce sont les élections aux États-Unis. Donc là, c'est un peu la course à l'échalote aux États-Unis de qui protège le mieux les Américains. Donc on est sur une chaîne parlementaire, commençons par le Congrès. D'un mot, les démocrates disent on va protéger, on va mettre des milliards de dollars pour, par exemple, donner des tests gratuits. Puis les républicains disent non, vous essayez de faire de la politique et d'élargir les politiques santé. Et Trump dit cette nuit ce que les Américains veulent entendre. On ferme les frontières, on se protège du reste du monde. Il avait dit il y a quelques heures plus tôt, on a tous les tests, c'est juste une grippe, etc. Il essaye un peu de se racheter de ses premiers propos sur le virus. Même Biden, dont on disait que son adversaire probable, donc on disait que c'était un candidat un peu fébrile, retrouve du poil de la bête sur le thème. Avec moi à la Maison-Blanche, ce sera un monde stable, un monde où vous serez protégés. Il a trouvé cet argument-là. Alors est-ce que vous pouvez faire confiance à ce protecteur en chef le mercredi qui vous disait le mardi qu'il fallait absolument pas s'inquiéter de ce qui était vraiment pas du tout grave, mais les Américains s'inquiètent aussi de quelque chose. Et Donald Trump a parlé effectivement de cette interdiction des Européens sur le territoire américain. Il a aussi beaucoup parlé d'économie, parce qu'évidemment, si l'économie s'effondre, et c'est vraiment le grand problème aujourd'hui aux États-Unis, certes, dans le monde, 4389 morts, mais combien de millions de gens ruinés ? Il y aura en tout cas beaucoup plus de ruinés que de morts. Et ça, c'est une évidence. Les PME privées aux États-Unis de leur chaîne, il faut quand même rappeler que la Chine, c'est quand même un tiers de la production mondiale. C'est le premier exportateur du monde. Donc il faut protéger à tout prix, et parler aux tripes plus qu'à la raison peut-être. Et il faut surtout protéger l'économie américaine d'un risque de récession. Mais il le fait avec l'auto-isolement. C'est pas 2008 où il y a la crise financière, c'est l'auto-isolement, c'est se fermer. Et là, c'est évidemment renforcer les risques de ne pas pouvoir résoudre les problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de Donald Trump ? Je voulais vous citer un tweet de Jean-Pierre Raffarin qui écrit ceci aujourd'hui. Merci à Donald Trump pour sa fidélité à l'amitié euro-atlantique. Avec des amis comme ça, on est en toute sécurité. C'est de l'humour. Effectivement. On peut dire aussi, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Exactement. C'est ce à quoi je pensais, vous avez raison. Moi, un truc tout bête, perso, ma fille est partie en Angleterre ce soir pour 4 jours. Elle m'a donné une procuration pour les municipales, je vous rassure, parce que j'irai voter dimanche. Mais je trouve tout ça est profondément stupide et de la part du président des États-Unis. Il nous ramène finalement au repli sur soi de quelques États. Il désigne un peu l'Europe comme la nouvelle Chine par rapport au virus aujourd'hui. Donald Trump est dans son rôle. Il est en campagne, je vous le rappelle quand même accessoirement. Il est dans son rôle de stigmatiser le fonctionnement de l'Union européenne, de mettre à mal toute perspective d'union de celle-ci dans le contexte que vous évoquez ce soir. Et lui, il n'a qu'une ambition et qu'une intention, c'est de fragiliser le collectif qui nous rassemble depuis 1945. Jackie Isabello, quand François dit, au fond, il dit au peuple ce qu'il veut entendre. C'est le propre des dictateurs. C'est le propre du populisme. Et on sait qu'il parle en premier lieu également à sa communauté, parce que c'est quand même Donald Trump, il a la spécificité d'être l'homme politique qui a le plus de gens connectés à lui par l'intermédiaire de ses réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il y a un autre point aussi à prendre en compte, c'est, rappelez-vous qu'en 2005, les États-Unis ont vécu une crise absolument majeure dont ils ont eu du mal à se remettre, c'est la crise de Katrina. Obsédés par le terrorisme, la FEMA, qui est donc le truc qui gère les urgences aux États-Unis, peu importe l'acronyme, est passée complètement à côté de l'accompagnement des populations. Et la Nouvelle-Orléans a été sous les eaux pendant des mois et des mois. Donc le système de gestion de crise des Américains a dû être complètement reconstruit. Obsédés par le terrorisme, ils ont été incapables d'accompagner leur population. Aujourd'hui, est-ce que la FEMA et le système de protection sociale, mais de santé américain est prêt
pour accompagner quelque chose qui est complètement sourd aux injonctions du président Trump. Et ça, c'est pas si sûr. Deux choses. La première, c'est que le paradoxe, c'est que Trump baisse drastiquement les moyens sur la FEMA, sur la gestion des risques, et dans le même temps, il dit wartime, il dit c'est la guerre contre le coronavirus. Deuxième chose, le parallèle avec Katrina est très important. 2005, vous savez, beaucoup de gens à Katrina qui ont dit, à la Nouvelle-Orléans, qui ont dit tout ça a été orchestré. On leur pose la question en disant mais un cyclone, c'est pas le gouvernement fédéral. Mais ils disent regardez, on a détruit nos écoles publiques, on a etc. Est-ce qu'ils ont raison? Oui, en partie. Regardez ce qui est en train de se faire. Facebook, Amazon, Microsoft sont en train de demander aux gens de rester chez eux, de faire du télétravail. Vous avez des boîtes d'éducation à distance aujourd'hui aux États-Unis qui disent les écoles, il faut les fermer. On va éduquer nos enfants à distance. Et vous voyez, il faut relire évidemment la stratégie du choc. C'est de la stratégie politique 2007, derrière. Naomi Klein qui dit quoi? Qui dit crise, qui dit transformation de l'opinion et qui dit accélération de politique publique. On se prépare au monde du 21e siècle sans relation. On va voir comment ça se passe déjà dans les prochains jours et dans quelques minutes. On surveille l'Élysée, bien sûr. On partira en direct dès que le président commencera à s'exprimer. Quel contraste Donald Trump avec Angela Merkel, Carole Barjon. Angela Merkel, qui convoque très très peu souvent la presse, une fois par an, a fait une grande conférence de presse dans laquelle elle a eu un discours extrêmement froid, factuel, posé, en disant... Il faut se le dire, un peu à la Churchill, 2/3 des Allemands seront infectés. Discours de vérité, comment vous analysez au fond ce contraste-là? Je trouve que Angela Merkel prend les choses de manière posée. Et c'est ce qu'il faut en temps de crise. Parce que le problème de Donald Trump, c'est que c'est très gentil de dire, comme vous venez de dire, la guerre au coronavirus. Mais depuis quand ? Depuis avant-hier. Enfin, je veux dire, au début, il ricanait. Il a même fait des remarques assez désobligeantes pour les Européens, etc. Donc, il n'a absolument pas pris cette crise au sérieux. Et le risque qu'il court, et on comprend d'ailleurs pourquoi tout d'un coup il se rattrape de cette manière très forte, c'est parce qu'effectivement il est en campagne et qu'il se rattrape parce que peut-être que des Américains pourraient lui reprocher d'avoir sous-estimé l'ampleur de la violence de ce virus, puisque on sait qu'il est extrêmement contagieux. Effectivement, puisqu'on a les chiffres de nombre de contaminés qui viennent de nous parvenir. C'est ce que vous voulez dire? Non, Donald Trump a rencontré le conseiller de Bolsonaro il y a quelques jours, dont vous savez qu'il est testé positif. Donc évidemment, il y a des questions aux États-Unis qui se disent voilà. Je reviens vers vous parce qu'on a des chiffres qui nous viennent de nous parvenir de la direction de la santé, comme le point quotidien le fait. Ils augmentent. 2876 cas en France. On vous dira combien de plus par rapport à hier. 61 morts. Comment on fait? Vous pouvez rappeler sur la même période le nombre de décès de la grippe, vous allez me dire? S'il vous plaît. Ah, j'ai pas le nombre forcément. Entre 8 et 12 000. La mortalité routière aussi, il y a plein de sujets, mais malheureusement... Sauf que là, on est face à un virus. La grippe du coronavirus. Oui, monsieur le député, dans ce cas-là, on ne parle pas des morts du terrorisme parce qu'il y en a beaucoup moins. Et la société de l'attention, elle ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui. Donc on ne peut pas prendre la masse de morts comme étant la valeur cardinale qui permet de mobiliser une société. Il me semble qu'Emmanuel Macron a dit il y a très peu de temps, on est qu'au début de l'épidémie. On va bientôt partir à l'Élysée. Voilà, j'ai une question toute simple. Je veux dire par là qu'il faut se poser. Il faut se poser, mais c'est vrai que pour l'instant, la France est toujours en stade 2. On est à la fin du stade 2 et tout le monde a très bien compris qu'on allait passer au stade 3. Vous êtes communicant, Jacky Isabello. Comment on fait pour dire aux Français on est en stade 3 et pour autant, il n'y a pas forcément un changement énorme, radical dans le quotidien? Pour l'instant, les communautés professionnelles médicales, même si elles ne sont pas complètement d'accord sur tout, elles sont à la hauteur. Le processus d'annonce de l'augmentation de la courbe, il est bien géré. On a des gens qui sont bien identifiés. On a un procureur Molins de la santé. Ça rassure les gens. Et là-dessus, les gens... Et les Français ont confiance dans leur système de santé. Je vous coupe. Direction l'Élysée. On va écouter tout de suite le président de la République. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché
plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Durant plusieurs semaines, nous avons préparé, agi. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des SAMU de nos hôpitaux, les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité. Si nous avons pu retarder la propagation du virus et limiter les cas sévères, c'est grâce à eux. Parce que tous ont répondu présent. Tous ont accepté de prendre du temps sur leur vie personnelle, familiale, pour notre santé. C'est pourquoi, en votre nom, je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement. Je veux aussi ce soir saluer le sang-froid dont vous avez fait preuve. Face à la propagation du virus, vous avez pu ressentir pour vous-même, pour vos proches, de l'inquiétude, voire de l'angoisse, et c'est bien légitime. Tous, vous avez su faire face en ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, en adoptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion du virus et ainsi permis à nos hôpitaux et nos soignants de mieux se préparer. C'est cela, une grande nation. Des femmes et des hommes capables de placer l'intérêt collectif au-dessus de tout, une communauté humaine qui tient par des valeurs, la solidarité, la fraternité. Cependant, mes chers compatriotes, je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité, mais aussi la volonté collective que nous adoptions la bonne organisation. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Je ne transigerai sur rien. Et un principe nous guide pour définir nos actions. Il nous guide depuis le début pour anticiper cette crise, puis pour la gérer depuis plusieurs semaines. Et il doit continuer de le faire. C'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Les plus grands spécialistes européens se sont exprimés ce matin dans une publication importante. J'ai réuni aujourd'hui, avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, notre comité scientifique de suivi. Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom, des cliniciens aussi, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés comme nous faisons depuis le premier jour. Tous nous ont dit que malgré nos efforts pour le freiner, le virus continue de se propager et est en train de s'accélérer. Nous le savions, nous le redoutions. Ce qui risque de se passer, c'est que la maladie touchera d'abord les personnes les plus vulnérables. Beaucoup d'entre eux auront besoin de soins adaptés à l'hôpital, souvent d'assistance respiratoire. C'est pourquoi, et j'y reviendrai dans un instant, nous prenons des mesures très fortes pour augmenter massivement nos capacités d'accueil à l'hôpital. Car l'enjeu est de continuer à aussi soigner les autres maladies. C'est aussi de se préparer à une possible deuxième vague qui touchera un peu plus tard, en nombre beaucoup plus réduit, des personnes plus jeunes, a priori moins exposées à la maladie, mais qu'il faudra soigner également. Dans ce contexte, l'urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables.
Et l'urgence est de freiner l'épidémie afin de protéger nos hôpitaux, nos services d'urgence et de réanimation, nos soignants qui vont avoir à traiter, comme je viens de vous l'expliquer, de plus en plus de patients atteints. Ce sont là nos priorités. C'est pour cela qu'il nous faut continuer de gagner du temps et suivre celles et ceux qui sont les plus fragiles. Protéger les plus vulnérables d'abord. C'est la priorité absolue. C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Elles pourront bien sûr sortir de chez elles pour faire leurs courses, pour s'aérer, mais elles doivent limiter leur contact au maximum. Dans ce contexte, j'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Je fais confiance aux maires et au civisme de chacun d'entre vous. Je sais aussi que les mairies et les services de l'État ont bien organisé les choses. Des consignes renforcées seront données dès demain afin que nos aînés n'attendent pas longtemps, que des files ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que ces fameuses mesures barrières soient bien respectées. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Voilà, la priorité des priorités aujourd'hui est donc de protéger les plus faibles, celles et ceux que cette épidémie touche d'abord. La deuxième, c'est de freiner l'épidémie. Pourquoi ? Le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé vous l'ont expliqué à plusieurs reprises, pour éviter l'accumulation de patients qui seront en détresse respiratoire dans nos services d'urgence et de réanimation. Il faut continuer de gagner du temps et pour cela, je vais vous demander de continuer à faire des sacrifices et plutôt d'en faire davantage, mais pour notre intérêt collectif. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes et, heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. Un service de garde sera mis en place, région par région, nous trouverons les bonnes organisations pour que, en effet, les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail pour vous protéger et vous soigner. Et donc, cette organisation sera travaillée par le gouvernement dans les prochains jours avec l'ensemble des élus et tous les responsables sur nos territoires. Quand cela est possible, je demande aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à distance. Les ministres l'ont déjà annoncé, nous avons beaucoup développé le télétravail, il faut continuer cela, l'intensifier au maximum. Les transports publics seront maintenus, car les arrêtés, ce serait tout bloqué, y compris la possibilité de soigner. Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle. Et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Le gouvernement annoncera par ailleurs des mesures pour limiter au maximum les rassemblements. Dans le même temps, notre système de santé, notamment dans les services de réanimation, doit se préparer à accueillir de plus en plus de cas graves de Covid-19 et continuer à soigner les autres malades.
Des places doivent se libérer dans les hôpitaux. Pour cela, toutes les capacités hospitalières nationales, ainsi que le maximum de médecins et de soignants seront mobilisés. Nous allons aussi mobiliser les étudiants, les jeunes retraités. Des mesures exceptionnelles seront prises en ce sens. Beaucoup d'ailleurs ont commencé, je veux les en remercier. J'ai vu il y a quelques jours au SAMU de Paris une mobilisation magnifique, émouvante, exemplaire, où des étudiants à quelques mois de leur concours étaient là pour répondre aux appels, aider, et où des médecins à peine retraités étaient revenus pour prêter main forte. C'est cela que nous allons collectivement généraliser en prenant les bonnes mesures. En parallèle, les soins non essentiels à l'hôpital seront reportés, c'est-à-dire les opérations qui ne sont pas urgentes, tout ce qui peut nous aider à gagner du temps. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et beaucoup des décisions que nous sommes en train de prendre, beaucoup des changements auxquels nous sommes en train de procéder, nous les garderons, parce que nous apprenons aussi de cette crise. Parce que nos soignants sont formidables d'innovation et de mobilisation, et ce que nous sommes en train de faire, nous en tirerons toutes les leçons et sortirons avec un système de santé encore plus fort. La mobilisation générale est également celle de nos chercheurs. De nombreux programmes français et européens, essais cliniques, sont en cours pour produire en quantité des diagnostics rapides, performants et efficaces. Nous allons améliorer les choses en la matière et au niveau français comme européen, les travaux sont lancés. Nos professeurs, avec l'appui des acteurs privés, travaillent d'ores et déjà sur plusieurs pistes de traitement. À Paris, Marseille, Lyon, entre autres. Des protocoles ont commencé. Et j'espère que dans les prochaines semaines et prochains mois, nous aurons des premiers traitements que nous pourrons généraliser. L'Europe a tous les atouts pour offrir au monde l'antidote au Covid-19. Des équipes sont également à pied d'œuvre pour inventer un vaccin. Il ne pourra pas voir le jour avant plusieurs mois, mais il est porteur de grands espoirs. La mobilisation de notre recherche française, européenne, est aussi au rendez-vous. Et je continuerai de l'intensifier. Cette épreuve exige aussi une mobilisation sociale envers les plus démunis, les plus fragiles. La trêve hivernale sera reportée de 2 mois. Et je demande au gouvernement des mesures exceptionnelles dans ce contexte pour les plus fragiles. Enfin, l'épreuve que nous traversons exige une mobilisation générale sur le plan économique. Déjà, des restaurateurs, des commerçants, des artisans, des hôteliers, des professionnels du tourisme, de la culture, de l'événementiel, du transport souffrent, je le sais. Les entrepreneurs s'inquiètent pour leur carnet de commandes. Et tous, vous vous interrogez pour votre emploi, pour votre pouvoir d'achat. Je le sais, c'est légitime. Et avec les décisions que je viens d'annoncer ce soir, cette inquiétude économique va évidemment s'accroître. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte, là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Des premières annonces ont été faites par les ministres. Nous irons beaucoup plus loin. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Je veux en la matière que nous inspirions de ce que les Allemands ont su par exemple mettre en œuvre avec un système plus généreux, plus simple que le nôtre. Je veux que nous puissions préserver les emplois et les compétences, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés puissent rester dans l'entreprise, même s'ils sont obligés de rester à la maison, et que nous les payons. Je veux que nous puissions protéger aussi nos indépendants. Et donc nous prendrons
toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Nous travaillerons ensuite sur les mesures nécessaires ou d'annulation ou de rééchelonnement. Mais je nous connais collectivement. On prend toujours trop de temps à faire cela. Je veux, pour nos forces économiques, des mesures simples. Les échéances qui sont dues dans les prochains jours et les prochaines semaines seront suspendues pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Nous défendrons nos entreprises de toute taille. Nous défendrons l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. En parallèle, j'ai demandé au gouvernement de préparer d'ores et déjà un plan de relance national et européen cohérent avec nos priorités et nos engagements pour l'avenir. Nous devons aussi porter une réponse européenne. La Banque centrale a déjà aujourd'hui fait part de ses premières décisions. Seront-elles suffisantes ? Je ne le crois pas. Il lui appartiendra d'en prendre de nouvelles. Mais je vais être là aussi très clair avec vous ce soir. Nous, Européens, ne laisserons pas une crise financière et économique se propager. Nous réagirons fort et nous réagirons vite. L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte. La France le fera, et c'est cette ligne que je porterai au niveau européen en votre nom. C'est déjà ce que j'ai fait lors du Conseil exceptionnel qui s'est tenu hier. Je ne sais ce que les marchés financiers donneront dans les prochains jours, mais je serai tout aussi clair. L'Europe réagira de manière organisée, massive, pour protéger son économie. Je souhaite aussi que nous puissions nous organiser sur le plan international, et j'en appelle à la responsabilité des puissances du G7 et du G20. Dès demain, j'échangerai avec le président Trump pour lui proposer une initiative exceptionnelle entre les membres du G7, puisque c'est lui qui a la présidence. Ça n'est pas la division qui permettra de répondre à ce qui est aujourd'hui une crise mondiale, mais bien notre capacité à voir juste et tôt, ensemble, et à agir ensemble. Mes chers compatriotes, toutes ces mesures sont nécessaires pour notre sécurité à tous. Et je vous demande de faire bloc autour d'elles. On ne vient pas, en effet, à bout d'une crise d'une telle ampleur sans faire bloc. On ne vient pas à bout d'une crise d'une telle ampleur sans une grande discipline individuelle et collective, sans une unité. J'entends aujourd'hui dans notre pays des voix qui vont en tous sens. Certains nous disent « vous n'allez pas assez loin » et voudraient tout fermer et s'inquiètent de tout de manière parfois disproportionnée. Et d'autres considèrent que ce risque n'est pas pour eux. J'ai essayé de vous donner ce soir ce qui doit être la ligne de notre nation tout entière. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Il nous faut unir nos forces, coordonner nos réponses, coopérer. La France est à pied d'œuvre, la coordination européenne est essentielle et j'y veillerai. Nous aurons sans doute des mesures à prendre, mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas. Ce ne sont pas forcément les frontières nationales. Il ne faut céder là à aucune facilité, aucune panique. Nous aurons sans doute des mesures de contrôle, des fermetures de frontières à prendre. Mais il faudra les prendre quand elles seront pertinentes et il faudra les prendre en européen à l'échelle européenne. Car c'est à cette échelle-là que nous avons construit nos libertés et nos protections. L'autre écueil, ce serait le repli individualiste. Jamais de telles épreuves ne se surmontent en solitaire. C'est au contraire en solidaire, en disant « nous » plutôt qu'en pensant « je »,
que nous relèverons cet immense défi. C'est pourquoi je veux vous dire ce soir que je compte sur vous, pour les jours, les semaines, les mois à venir. Je compte sur vous parce que le gouvernement ne peut pas tout seul et parce que nous sommes une nation. Chacun a son rôle à jouer. Je compte sur vous pour respecter les consignes qui sont et seront données par les autorités et en particulier ces fameux gestes barrières contre le virus. Elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées. Cela veut dire se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon ou avec des gels hydroalcooliques. Cela veut dire saluer sans embrasser ou serrer la main pour ne pas se transmettre le virus. Cela veut dire se tenir à distance d'1 mètre. Ces gestes, ils peuvent vous apparaître anodins. Ils sauvent des vies. Des vies. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je vous appelle solennellement à les adopter. Chacun d'entre nous détient une part de la protection des autres, à commencer par ses proches. Je compte sur vous aussi pour prendre soin des plus vulnérables de nos compatriotes. Ne pas rendre visite à nos aînés, c'est, et j'en ai bien conscience, un crève-cœur. C'est pourtant nécessaire temporairement. Écrivez, téléphonez, prenez des nouvelles, protégez en limitant les visites. Je compte sur vous, oui, pour aussi aider le voisin qui, lorsqu'il est personnel soignant, a besoin d'une solution de garde pour ses enfants, pour aller travailler et s'occuper des autres. Je compte sur les entreprises pour aider tous les salariés qui peuvent travailler chez eux à le faire. Je compte sur nous tous pour inventer dans cette période de nouvelles solidarités. Je demande à ce titre au gouvernement de travailler avec les partenaires sociaux, avec les associations, dans cette direction. Cette crise doit être l'occasion d'une mobilisation nationale de solidarité entre générations. Nous en avons les ressorts. Il y a déjà des actions qui existent sur le terrain. Nous pouvons faire encore plus fort, tous ensemble. Je compte évidemment aussi sur tous nos soignants. Je sais tout ce qu'ils ont déjà fait, je sais ce qu'il leur reste à faire. Le gouvernement et moi-même serons là, nous prendrons toutes nos responsabilités pour vous. Je pense à tous nos soignants à l'hôpital qui auront les cas les plus graves à traiter, mais aussi beaucoup d'urgences. Je pense aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, à tous les soignants qui sont aussi hors de l'hôpital, qui se sont formidablement mobilisés, que nous allons de plus en plus solliciter dans les semaines à venir. Je sais pouvoir compter sur vous. Le ministre de la Santé aura l'occasion aussi de préciser dans les prochaines heures les règles pour que nous vous aidions à bien vous protéger contre le virus. C'est le respect que nous avons envers vous et c'est évidemment ce que la nation vous doit. Les règles seront claires pour chacun, elles seront là aussi proportionnées et expliquées. Je compte sur vous, toutes et tous, pour faire nation, au fond. Pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, pour révéler cette âme généreuse qui, par le passé, a permis à la France d'affronter les plus dures épreuves. Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres,
est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Construire plus encore que nous ne le faisons déjà, une France et une Europe souveraines, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Mais le temps aujourd'hui est à la protection de nos concitoyens et à la cohésion de la nation. Le temps est à cette union sacrée qui consiste à suivre tous ensemble un même chemin, à ne céder à aucune panique, aucune peur, à aucune facilité, mais à retrouver cette force d'âme qui est la nôtre et qui a permis à notre peuple de surmonter tant de crises à travers l'histoire. La France unie, c'est notre meilleur atout dans la période troublée que nous traversons. Nous tiendrons tous ensemble. Vive la République, vive la France. Et voilà donc pour cette allocution du président de la République, un peu plus longue que prévu, 26 minutes très précisément. Le chef de l'État qui appelle à la mobilisation générale de l'ensemble de la nation. Nous sommes toujours avec Bruno Kettel, député de la République En Marche de l'Eure, Judith Van Traub, qui est grand reporter au Figaro Magazine, Carole Barjon, qui est éditorialiste à l'Obs, et Jacky Isabello, communicant, cofondateur de Coriolink. Je me tourne tout de suite vers le député que vous êtes de la majorité. Il y a une grande mesure très forte qui n'était pas forcément attendue, c'est la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires. Est-ce qu'elle est de nature à rassurer un pays inquiet et à mener cette bataille contre cette épidémie? La mesure que vous attendiez tous, c'était le report des élections municipales. Donc je comprends la déception. Maintenant, il le dit lui-même. J'ai posé la question, on m'a dit non. Le simple fait qu'il pose la question dans l'après-midi avec le mécanisme médiatique et politique parisien fait que toutes les rédactions sont informées qu'il ait posé la question. Donc toutes les rédactions partent du principe que les élections vont annuler. C'est pas le cas, c'est déjà quelque chose. Après, sur les écoles et les crèches, oui, il n'a pas donné limite de temps, d'ailleurs, vous l'avez remarqué. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, ça peut être très court aussi. Donc ça veut dire aussi qu'on va poser les choses sereinement. Donc en dehors de. Pour vous, c'était justifié d'en arriver là? Oui, moi j'ai été maire longtemps, je suis venu vous voir et je viens de ma commune de 4000 habitants dont j'ai été maire près de 17 ans et je puis vous dire que oui, les Françaises et les Français sont en attente de mesures concrètes. Donc là, on va leur dire, ben non, pendant quelques jours, il n'y a pas de possibilité et après les choses vont se dérouler. Judith Van Traub, voilà. Comment vous l'avez trouvé, le président de la République? Il était très attendu. C'est la première fois qu'il s'adresse aux Français depuis le début de cette crise. J'ai trouvé que l'ampleur de son message était très importante. Il ne s'est pas contenté d'annoncer des mesures immédiates, non-report des municipales ou alors fermeture de tout le système scolaire avec les crèches, les universités, où Conseil demande aux personnes âgées de 70 ans et plus de ne pas sortir de chez elles, sauf pour le strict nécessaire. Sur le plan économique, il est allé, je pense, un peu au-delà de ce qu'espéraient les entreprises qui souffrent, quelle que soit leur taille. Il annonce un plan massif de soutien, avec une suppression, une substitution au salaire un report, des cotisations des impôts dus pour le mois de mars. On verra s'il le reconduit ou pas. Ce qui veut dire que l'objectif de rester dans les clous de Maastricht est officiellement abandonné aujourd'hui. Ça veut dire qu'on s'assoit sur la règle des 3% de déficit. Non, pardon, vous permettez. C'est pas qu'on s'assoit. On considère que l'urgence. On considère que l'urgence nécessite de les abandonner, mais Emmanuel Macron va encore plus loin puisqu'il promet des ruptures. Après la crise, dans notre développement économique, dans notre modèle économique, il veut restaurer la souveraineté française et européenne. C'est là qu'il a fait beaucoup de politique. C'est une totale nouveauté. C'est décision en ce sens que je dis qu'il est allé
plus loin qu'une simple intervention de crise. Vous l'avez compris comme ça aussi, Carole Barjon ? Complètement. C'est extrêmement intéressant. Moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé d'ailleurs. Parce que, effectivement, il se projette en disant voilà, au fond, c'est la loi du marché. Qui est en question. Alors on sait bien qu'on n'est pas dans la loi du marché pur et dur en France, mais tout de même, c'était intéressant pour quelqu'un qui a été quand même présenté en 2017, souvenez-vous, pendant sa campagne électorale, comme un vrai libéral. Là, non. Et un vrai européen. C'est vous qui l'avez présenté. Non. C'était comme ça qu'il était perçu. Il y a deux messages. Il y a un message, le modèle social français. Il ne s'est pas dit communiste, vous avez raison. Souverainiste. Non, il ne s'est pas dit communiste, vous avez Souveraineté raison. du modèle. On reprend nos valeurs. Macron n'est pas communiste, je vous fais une annonce ce soir. Et là, effectivement, c'est quand même un changement Vous y voyez assez radical. Le début de ce qu'on appelle l'acte 2 du quinquennat pour la suite. L'acte 2, je croyais qu'on y était déjà, donc moi je dirais que c'est presque l'acte 3. Je crois qu'on va passer directement à l'acte 3. C'est intéressant, excusez-moi, monsieur, mais 2 secondes. Moi j'ai juste un petit truc, je suis confronté régulièrement au suffrage universel. C'est quand les Françaises et les Français vont mettre un bulletin dans une enveloppe et dans une urne. Vous faites vos commentaires en disant on est déjà à l'acte 3, à l'acte 4, à l'acte 5. On s'en fout, excusez-moi, mesdames. Mais le sujet, c'est quand même, on a une pandémie, parce qu'il faut appeler un chat un chat. On a un président de la République qui s'exprime et qui dit des choses. Vous êtes d'un mépris extraordinaire. Non, je suis pas d'un mépris. Non, je suis pas d'un mépris. Si, je dis juste, à un moment, il faut sortir. C'est vous qui ramenez l'expression du président de la République au débat politicien. C'est ça qui est pas politicien du tout. Chacun est libre d'avoir son commentaire et son observation. On a des journalistes, on a des élus, on a un communicant. Le modèle de la France, c'est un sujet politicien ? Non, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on termine ce tour de table. On a peu de temps pour débriefer. Jackie Isabello. Je comprends que ça vous gêne. Est-ce que les 3% de déficit imposés par Maastricht, c'est politicien? Moi, je ne pense pas ça. C'est du fond. Ce sont des vraies questions politiques. C'est du fond. Moi, j'étais flatté. Jackie Isabello, votre réaction sur ce discours? Je suis intégré au groupe, donc rassurez-vous, je me sens flatté. Non, moi, je compte sur vous, a-t-il lancé aux Français. Ce que je partage, sur le fond, sur la forme. Sur la forme, j'ai trouvé ça beaucoup trop long, mais de toute façon, le président ne sait pas faire court. J'ai trouvé qu'il y avait un thème qui était assez présent tout au long des différents sujets et grappes de sujets qu'il a évoqués. C'est ce fameux concept du devoir de vigilance qui est très fort chez lui, qui a été beaucoup commenté, puisque vous savez qu'en France, on a l'habitude de demander à l'État de tout faire. Et là, tout au long de son intervention, il a vraiment responsabilisé les gens. Il leur a demandé de faire attention, il leur a demandé de prendre soin de la famille, il a demandé de prendre soin des soignants, il a rappelé la solidarité de ceux qui étaient à la retraite et qui reviendraient. Donc cet aspect très important qui a été beaucoup discuté, il en a profité à toutes les étapes de son discours pour le remettre en avant. Et c'est vrai que d'un point de vue de la préservation de notre santé sanitaire, c'est un point assez important au-delà de tout ce qui a été dit. Allez, d'un mot pour conclure de l'État. J'allais y venir pour terminer. L'individu pour la solidarité, compter sur chacun, mais le retour de l'État, c'est ce qui frappe aussi dans ce discours. D'un mot, vous êtes d'accord avec l'analyse? Bien évidemment, c'est le retour de l'État, c'est le retour du président de la République, la pierre angulaire des institutions et du fonctionnement normal d'un État républicain. On va voir ça. La légitimation d'une dépense publique forte. Oui. On va voir comment justement tout cela se traduit très concrètement dans les jours qui viennent. Il va y avoir des mesures sur le terrain pour trouver des moyens pour les enfants d'être accueillis chez eux. Tout ça, ça va demander évidemment d'être suivi de près. Et puis à terme, le retour de l'État et la dépense publique. Tout ça, on le suivra sur LCP. Merci infiniment d'être venu débriefer en direct l'allocution du président de la République. Très belle soirée à vous et à demain.